Comme le disait Aristote, philosophe grec, la richesse consiste bien plus dans l'usage qu'on en fait que dans la possession. Sachez que la vie n'a en réalité aucun but. Le fait de vivre serait uniquement lié au but que l'on se donne. Le sens de la vie prendrait ainsi forme selon nos souhaits ainsi que nos fantasmes. Nous sommes tout simplement le résultat de la cause à effet, d'évolution puis de mutation bio-organique. Il n'existe pas qu'une seule philosophie de vie puisque chacun en possède une, et ce, selon des convictions personnelles bien définies. Les hommes vivent parce qu'ils ont été engendrés. Ils sont à l'origine uniquement le résultat d'un accouplement. En d'autres termes, ils n'ont pas de but fondamental dans une communauté dirigée par des ordres imaginaires. Un homme ne peut être né pour guider les autres ou pour être guidé. Il devient un guide selon la personnalité qu'il se forge et devient un esclave selon les circonstances qui l'amènent à une telle situation. D'ailleurs, les expériences de vie influencent sur le développement psychologique d'une personne. De l'enfance à l'état adulte, elles seront d'un impact considérable sur le développement de la personnalité de l'individu. Ça va de soi. Sachez que nous sommes influencés, et ce, tout au long de notre vie. Alors certes, à une échelle inférieure qu'au stade de l'enfance ou de l'adolescence, mais nous restons influençables. À notre jeune âge, nous sommes des plus naïfs. Nous nous construisons, nous cherchons, trouvons à quel parti politique adhérer, quelle conviction religieuse adopter et enfin, quelle philosophie de vie choisir. Tout cela en prenant en compte notre propre satisfaction, puis celle de notre entourage et enfin celle des autres habitants de la Terre, pour ceux qui seraient résolument tournés vers autrui, bien entendu. Alors, tout au long de notre vie, dès que nous avons mis le pied sur Terre, nous allons rencontrer des personnes. Et ces individus vont, sans le vouloir, être un pont de notre développement personnel. Tout comme vous allez l'être pour autrui. Et ce, en fonction des rencontres que vous allez effectuer durant votre existence. À présent, j'aimerais bien vous parler du livre de Pier Vincenzo Piazza, donc ce célèbre médecin psychiatre de formation et par la même occasion neurobiologiste d'origine italienne. Donc son ouvrage, intitulé Homo Biologicus, met en évidence comment la biologie peut nous expliquer la nature humaine, passant de la biologie à la sociologie, puis pour finir à la philosophie. Il s'inspire également de son quotidien pour établir de multiples réflexions. Et c'est en partie pour cela que j'ai vraiment apprécié lire son livre. Le fait que l'homme ne soit que de passage sur Terre. Et puis il nous invite également à nous demander quelles sont réellement ses intentions au sein des activités qu'il entreprend dans sa vie. La question qui est essentielle et présente à nous poser, donc dans cet ouvrage, est pourquoi l'homme fait ce qu'il fait? Quelle est l'utilité de ses actes? Le but des multiples activités qu'il mène et mènera encore et encore. Alors, ce livre nous parle également de biologie et le fait qu'il soit relativement bien détaillé nous permet de mettre le doigt sur les causes et conséquences des actions de chacun et ce à travers le temps. Mais également à travers les générations, de par la transmission des gènes, notamment à propos du talent
qui se transmettraient de façon héréditaire. Du moins, c'est ce que jadis nous pensions, puisqu'au fil du temps, la science dissociait gènes et expérience. En d'autres termes, nous pensions que le fait qu'un individu soit talentueux dans un domaine quel qu'il soit, intellectuel ou physique, comme le sport par exemple, eh bien son talent était d'une partie le fruit de ses gènes et de l'autre de son expérience. Cependant, avec l'avancée scientifique, nous nous sommes rendus compte que les deux sphères, les gènes et l'expérience, ne sont pas dissociées. Non, ces deux parties interagissent entre elles, ce qui engendre ainsi le talent d'une personne. Les gènes vont déterminer comment nous réagissons aux expériences de vie, et les expériences de vie vont déterminer ce que l'on va devenir. En fait, nous ne sommes ni plus ni moins que l'émergence de multiples facteurs qui interagissent entre eux. D'ailleurs, l'idée du livre repose majoritairement sur la compréhension de notre espèce par la biologie. Et pour ma part, le fait de prendre comme référence de réflexion la biologie nous permet de nous apporter un autre axe de réflexion à l'égard de l'homme, ainsi que de ses comportements au sein d'une communauté. Et c'est pour cela qu'il me semblait important de vous partager certaines connaissances issues de ce livre, que je vous invite d'ailleurs à lire dès que possible. Alors, ce neurobiologiste met également le point sur la dépendance et du fait que nous sommes dans l'incapacité de nous en débarrasser. Bien entendu, dans dépendance, j'entends nos besoins vitaux, tels que l'eau, la nourriture et bien d'autres encore. Nous savons que l'homme a conçu puis matérialisé le monde, non seulement à son échelle, mais aussi afin de subvenir à ses besoins, disons, indispensables dans l'objectif de devenir plus libre au sujet de ses désirs intrinsèques, mais également afin de gagner du temps. Enfin, et je terminerai là-dessus, nous observons bien que les besoins des hommes reflètent dans nos priorités politiques, comparables à la quête du plaisir et du bonheur d'ailleurs. Un progressiste va constamment rechercher un nouveau stimulus. Si nous prenons l'exemple du matérialiste, ce dernier va tenter de satisfaire sa personne en accumulant des biens, qu'autres qu'intellectuels, bien sûr, puis son organisme seul ne pourra pas subvenir à son ou ses plaisirs, à l'opposé de celui qui cherche le bonheur interne, qu'il obtiendra par la voie spirituelle, atteignable par de multiples activités d'ailleurs, telles que le yoga, la méditation ou autres. Dans une société stable, le matérialiste présentera une stabilité psychologique et à l'inverse, en cas d'instabilité de la société, il ne pourra se stabiliser à cause de sa dépendance à l'environnement, que je viens de vous évoquer jusqu'à maintenant. Certains fonctionnent au bonheur et d'autres au plaisir, et pourtant les deux sont recommandés. Si le gouvernement d'une société est uniquement matérialiste, du moins ses priorités politiques sont dirigées vers cela, eh bien des instabilités gouvernementales, telles que des crises financières ou autres situations dépassant les gouverneurs, engendreront de réelles et malheureuses conséquences. Et d'ailleurs, l'histoire nous l'a démontré à de multiples reprises. Bien. Maintenant, en ce qui concerne l'influence, je ne pouvais pas passer à côté du sujet de la religion. Suite au fait que nous ayons grandi autour d'histoires extravagantes, que ce soit des contes de fées, en passant par des romans fantastiques, ainsi que des bandes dessinées de super-héros, il y a eu des inventions de l'homme qui vous ont permis de rêver, puis d'oublier certaines noirceurs du monde dans lequel nous vivons.
Vous savez, en mûrissant, je me suis rendu compte de l'influence que représentent les croyances religieuses ou même les croyances, quelles qu'elles soient, sur le monde. Le fait de croire par exemple en un Dieu, de pratiquer une religion qui permettrait, pourquoi pas, d'apaiser certaines personnes, alors pas toutes, hein, il est vrai, mais cela permettrait d'établir une sorte de sphère psychologique de confort, de sécurité, permettant ainsi de les rassurer au sujet de certaines noirceurs, notamment à propos de la mort, par exemple. Eh bien, il y a différentes façons d'interpréter le divin, sachez-le. En effet, certains pensent qu'il dépend en partie du fait de rassurer les individus, du moins les plus sensibles, et d'autres pensent que la religion est uniquement un business. Alors, d'une part, certaines personnes pensent qu'aux yeux de la société, de nombreuses guerres ont été déclarées en son nom, causant ainsi la mort de nombreux individus. Nous pouvons également entendre que les religions ne sont ni plus ni moins que des sectes déclarées en fonction de la loi et dont certains individus exploiteraient l'influence des plus démunis, permettant ainsi de servir des dirigeants à des fins politiques ou économiques. Mais depuis des siècles, la religion aurait causé énormément de conséquences aussi et de conflits. Beaucoup de personnes tentent d'émettre des hypothèses et des théories qui sombrent dans les préjugés, le racisme ou encore l'antisémitisme. D'autre part, certaines personnes pensent qu'aux yeux de l'humanité, la religion aurait pour but de conditionner les hommes à une manière de penser, puis de se comporter du moins correctement au service du bien commun. On peut également comparer cette philosophie à la croyance du karma, respecter les autres pour être respecté, et il s'agit bien là d'une sécurité mentale lorsque nous invitons du moins l'argument scientifique dans cette réflexion. À ce jour, de nombreuses personnes vivent dans un cocon, ce qui leur permet ainsi de se rattacher à un espoir dans le cas où leur situation quotidienne venait à être, disons, perturbée. Enfin, étant philanthrope, je pense que le point de vue de l'humanité est le plus important à prendre en compte, du moins au sein de notre société, puisque chaque individu devrait pouvoir vivre dans les meilleures conditions mentales possibles. Nous devons faire en sorte de subvenir à nos besoins sans pour autant nuire à ceux des autres. Dans le cas d'un échange, nous pouvons bien entendu leur faire part de nos opinions, sans pour autant les obliger à y adhérer, puisqu'il s'agirait là, sinon, de prosélytisme. Bien entendu, cette phrase peut être remise en cause si le bien commun s'avère être touché. La croyance ainsi que la pratique religieuse sont donc à respecter. Je suis conscient que la religion, tout comme la politique, sont des sujets tabous. Cependant, je pense qu'il est nécessaire d'en parler, puisque je souhaite n'épargner aucun sujet dans les cours que j'enseigne. La liberté de penser étant ce qu'elle est, nous sommes libres de croire puis de penser, tout en conservant, bien entendu, le respect envers les autres. Ça va de soi. Il me semble aussi important de casser certains stéréotypes que certaines personnes peuvent encore avoir, puis qui ont pour habitude de classer un individu ou un groupe de personnes dans une case. Bien évidemment, certaines religions peuvent être détournées en groupes sectaires ayant pour but d'asservir des organisations politiques ou encore pour accroître un profit économique, tout simplement en mettant le curseur sur des personnes faibles d'esprit. Néanmoins, nous parlerons aujourd'hui uniquement de l'évolution de la religion ainsi que l'influence qu'elle peut avoir à l'égard d'autrui. En ce qui concerne les personnes croyantes en un Dieu, qui pourrait éventuellement m'écouter aujourd'hui, bien entendu, vous n'êtes pas obligé de croire à tout ce que je vais annoncer. Et même pour celles et ceux qui seraient athées, vous êtes bien entendu libre de croire à ce que vous voulez.
parce que je vais simplement évoquer ma façon de penser, et ce en m'appuyant sur des connaissances scientifiques ou encore sur certains travaux et études anthropologiques, voire même certaines recherches d'historiens afin d'argumenter mes propos. Bien. La religion s'avère être un sujet relativement vaste, puisque si je voulais vous partager toutes les connaissances en ce qui la concerne, on y serait encore demain. C'est pourquoi je parlerai exclusivement de son influence à l'égard de l'homme, parce que c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Tout d'abord, il est important de savoir que la société française actuelle est basée selon les principes moraux de la laïcité, et ce depuis la loi de séparation des églises appliquée en 1905. De ce fait, nous avons pu par la suite observer une nette amélioration des rapports humains. Une chance que nous avons en ce qui concerne la liberté de penser, du moins d'avoir des opinions différentes que celles des autres, et ou de pouvoir croire en une religion. Ce qui n'est malheureusement pas observable dans toutes les nations, bien entendu. Nous pouvons percevoir la religion comme un moyen permettant d'engendrer une coopération entre individus, ayant pour but que ces derniers puissent vivre sur une voie similaire que leurs voisins, puis d'avoir en commun certaines valeurs de la divinité ou encore des opinions, principes moraux, voire philosophie de vie. Alors, cette appartenance à une religion similaire à la vôtre permet ainsi d'établir des liens sociaux sans même à ce que ces deux personnes n'aient à se connaître. Remontons plusieurs millénaires en arrière, où nous étions à l'état sauvage. Bien avant d'avoir toute cette technologie de vie actuelle, nous étions de simples chasseurs-cueilleurs. La description même de l'Homo sapiens, durant ces époques, la Terre était clairsemée de tribus ayant différentes cultures. Sachez que dans le règne animal, chez certaines espèces, il y a un alpha. Que dire des meutes de loups ou encore de la hiérarchie ionesque? Eh bien, des hiérarchies existaient également parmi les hommes. Seulement, un homme alpha pouvait sans doute diriger une tribu d'environ, allez, disons 20 personnes pour l'exemple, et ainsi les convaincre d'user leur force au nom de leurs dirigeants. Cependant, un alpha ne pouvait convaincre de 300 à 500 hommes pour se battre en son nom. D'après vous, comment et par quel processus plus de 500 hommes durant ces époques ont réussi à coopérer, que ce soit à allier leurs forces au nom d'un seul et même ordre? La religion. Effectivement, l'homme a utilisé la religion pour mener des opérations de construction, de chasse, d'agriculture et bien d'autres encore. Ensemble, les hommes deviennent plus forts dès lors que leurs forces sont liées, et ce, au nom d'un ordre commun. C'est ainsi que les communautés religieuses donnèrent naissance aux civilisations. Pour ceux d'entre vous qui restent encore un peu sceptiques, sachez que nous pouvons observer le même phénomène aujourd'hui. Alors, pour le coup, ils n'usent pas leur force au nom d'un ordre commun, mais plutôt d'un intérêt commun, qui est l'argent. La religion a donc été un pont vers l'apparition de communautés soudées, un système de coopération, assez fiable d'ailleurs, mettant en relief un travail d'équipe très efficace, et ce, afin de subvenir aux besoins vitaux de chacun. Ainsi, l'alpha se transforma en guide moral. Le guide ne reflétait pas la force ni la puissance animale comme les alphas l'avaient autrefois, mais représentait le messager du divin.
À ce jour, bien des choses ont changé, et ce, depuis le développement de la science ainsi que la prise de recul effectuée par chacun d'entre nous. L'argent est désormais le pilier de la coopération, comme vous avez pu le comprendre. Elle nous permet d'avancer et de faire développer la société. Aux yeux de l'humanité, la religion reste une philosophie de vie pratiquée par bon nombre d'individus. Ainsi, les conserver et laisser la liberté de culte aux hommes permettrait de garantir la survie des petites communautés établies sous un ordre imaginaire. Ce qui nous permet par la même occasion de conserver la richesse et la diversité des croyances ainsi que les modes de vie utilisés par de nombreux individus. Malheureusement, suite aux observations de l'actualité, certains utilisent la religion, la détournent, afin de subvenir à leurs besoins moraux et ce de façon radicale, en endoctrinant des êtres perdus ou démunis de savoir, et auquel cas, selon l'état actuel de mes connaissances ainsi que de ma philosophie, je pense que la clé du changement serait fortement liée à l'éducation ou du moins à l'instruction de connaissances corroborant les domaines scientifiques ainsi que philosophiques. Mais encore faudrait-il réussir à démanteler les anomalies du système éducatif actuel. Mais bon, il s'agit là d'un autre sujet. Pour conclure avec ce sujet, nous pouvons en déduire que la pratique religieuse permet à certains de se sentir en confiance, d'être rassurés, comparable à un refuge psychologique, comme je vous disais tout à l'heure. Sans l'existence de la religion, peut-être que nos sociétés actuelles n'existeraient pas. Comme je vous l'ai précédemment dit, je ne vous ai pas partagé toutes les connaissances liées à la religion, vous laissant ainsi la liberté d'échanger avec votre entourage sur ce sujet, puis de prendre un peu de recul, du moins de la hauteur sur l'existence et l'utilité de la religion. Et n'oubliez jamais que pour comprendre l'existence et la pratique d'un mode de vie, il est toujours important de remonter à la source du sujet. À présent, je souhaiterais vous parler d'un autre livre, donc un livre qui s'intitule « Influence et manipulation », donc écrit par Robert Cialdini, un psychologue social américain. Il faut savoir que ce livre met en évidence, comme il l'indique, les méthodes d'influence puis de manipulation. Il y a également la persuasion qui est mise en avant et je souhaiterais vous partager certaines informations de ce livre, à commencer par le sujet de la dinde. Comme il l'explique si bien, la dinde est une très bonne mère, aimante, attentive, protectrice. Elle s'occupe d'ailleurs avec dévouement de ses petits. Les réchauffe, elle les nettoie, les rassemble sous son aile. Bon. Pour une dinde, le putois est l'ennemi naturel. À son approche, elle devient furieuse, pousse des cris et l'attaque à coups de bec puis de griffes. Il y a même des chercheurs qui ont constaté qu'un putois empaillé tiré par une ficelle en direction d'une mère dinde déclenchait une attaque furieuse et immédiate. Pourtant, lorsque le même putois empaillé contenait un magnétophone diffusant l'enregistrement du tchip-tchip, qui est ni plus ni moins que le cri émis par les petits de la dinde, eh bien, non seulement elle accepte la venue du putois, mais elle l'accueille également sous son aile. Cependant, si nous arrêtons la diffusion du magnétophone à ce moment-là, le faux putois déclenche immédiatement de nouveau une violente attaque de la dinde. On observe ainsi deux choses. Dans un premier temps, on voit bien que les autres espèces animales possèdent un langage unique. Dans un second temps, ce langage s'avère être d'une grande influence dans leur rapport à l'altérité.
Il y a aussi l'effet de contraste. Par exemple, lorsque nous trempons nos mains dans deux seaux différents, une main dans un seau rempli d'eau chaude, l'autre main dans un seau rempli d'eau froide, puis que nous prenons un seau rempli d'une eau à température ambiante afin d'y tremper nos mains, eh bien la main trempée auparavant dans l'eau froide sentira l'eau comme étant chaude, tandis que la main trempée auparavant dans l'eau chaude la sentira comme étant froide. Cela montre bien que le même objet ici, donc l'eau, à température ambiante, peut être perçu de façon très différente suivant la nature de l'événement qui précède. Ainsi, l'arme fournie par le principe de contraste ne manque pas d'être exploitée. Et nous pouvons d'ailleurs l'observer par un jeu d'images dans les publicités télévisées. D'ailleurs, des études réalisées sur le principe de contraste aux universités d'Arizona et du Montana nous montrent bien que les images très séduisantes dont nous bombardent les médias nous rendent plus exigeants à l'égard du physique de nos propres partenaires de vie. La loi de réciprocité maintenant. Notre psychologue social met également en évidence la notion de réciprocité qu'emploient les vendeurs entre guillemets de fleurs ou d'objets en tout genre. Le passant, sans méfiance, se retrouve avec une fleur à la main. On ne lui permet en aucun cas de refuser, même s'il affirme qu'il n'en veut pas. Celui qui la donne, ou qui donne le cadeau en tout genre, affirme le fait qu'il s'agit d'un cadeau et ne veut pas le reprendre. Après coup, vous vous sentez redevable. Et ça peut être une réaction normale, puisqu'il s'agit là de la loi de la réciprocité. En d'autres termes, il va solliciter une contribution en faveur de son mouvement. D'après un témoignage d'une des étudiantes de Robert Cialdini, il s'avérait qu'un jour, elle n'arrivait pas à faire démarrer sa voiture. Bon, ça peut arriver. Et un type qui passait par là a vu sa détresse, puis est venu l'aider. Il a d'ailleurs réussi à refaire partir le moteur. Elle l'a ainsi remercié, auquel il répondit de rien. Mais avant qu'il s'en aille, elle lui a affirmé que le jour où il aurait un service à demander, il ne faudrait pas qu'il hésite. Et il faut savoir qu'un mois plus tard, il est venu frapper à sa porte pour lui demander si elle pouvait lui prêter sa voiture pendant 2 heures parce que la sienne était en réparation. De ce fait, elle s'est sentie obligée et un peu contre à cœur, elle accepta, sachant que sa voiture était neuve, puis qu'il avait l'air assez jeune pour conduire une voiture. Par la suite, elle a découvert qu'il n'avait pas le permis de conduire, puis qu'il n'était pas non plus assuré. Et il lui a rendu sa voiture complètement démolie. Alors oui, je vous l'accorde, il s'agit là d'un souvenir qui n'est pas des plus agréables en ce qui la concerne. Mais ça nous amène tout de même au questionnement suivant. Comment se fait-il qu'une jeune femme accepte de prêter sa voiture neuve à un adolescent et qu'elle ne connaît pratiquement pas d'ailleurs? Eh bien, la réponse est assez simple, puisqu'il s'agit tout simplement du petit service qu'il lui avait rendu le mois précédent. Et la raison est aussi expliquée par le fait que la reconnaissance est un sentiment désagréable. C'est comme si nous nous sentons redevables,
comme si nous avions une sorte de dette. D'ailleurs, et j'en rejoins une étude sociologique au sein de notre société actuelle, où un individu qui viole la règle de la réciprocité en acceptant les présents d'autrui sans essayer de rendre l'appareil est souvent mal vu par le groupe social. Il sera, pour ainsi dire, mal considéré et défini comme étant un profiteur. Et l'étiquette du profiteur, soit de l'assisté, n'est pas celle que l'on aime trop porter en règle générale. Alors, il y a également la tactique du pied dans la porte aussi, je ne vous ai pas trop dit. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi il s'agit, eh bien c'est une tactique qui consiste à commencer par une petite requête, ce qui a pour but d'ouvrir la voie à d'autres requêtes. Son efficacité a été reconnue dans les années 60, en 1960, quand les psychologues Jonathan Friedman et Scott Fraser publièrent des résultats très impressionnants. Alors, c'est à page 109, donc je cite. Il s'agissait d'une expérience réalisée dans une banlieue résidentielle de Californie. Un enquêteur, se présentant comme un travailleur bénévole, allait présenter à tous les résidents d'un quartier résidentiel une requête exorbitante. Les propriétaires étaient priés de laisser apposer sur leur pelouse une pancarte en faveur de la sécurité routière. Pour qu'ils aient une idée de l'effet que produirait la pancarte, on leur montrait une photo d'une jolie maison dont la façade était presque entièrement obscurcie par un immense panneau portant un graphie très laid, l'inscription « Prudence au volant ». Alors que la requête était très naturellement rejetée par la grande majorité, environ 83% des autres habitants du quartier, ce groupe particulier de gens réagit très favorablement. 76% d'entre eux acceptèrent de prêter leur pelouse. Alors, la raison principale de cette étonnante bonne volonté se trouve dans quelque chose qui leur était arrivé 15 jours auparavant. Ils s'étaient engagés dans une petite action en faveur de la sécurité sur les routes, puisque un autre bénévole s'était présenté chez eux et leur avait demandé d'accepter d'apposer une petite pancarte, soit environ 20 cm², avec l'inscription « Soyez bon conducteur ». La requête était si minime que presque tous ses habitants avaient accepté. Mais les effets de cette acceptation furent énormes, parce qu'ils avaient accepté en toute innocence une requête minime en faveur de la sécurité routière quelques jours auparavant. Ces habitants devinrent tout à fait disposés à en accepter une bien plus importante. Ainsi, nous observons bien dans cet exemple la réelle influence de la tactique du pied dans la porte. Dans le domaine de l'influence, nous pouvons également observer que le fait d'écrire joue un rôle fondamental. En effet, lorsque nous avons un objectif, il est conseillé de l'écrire afin de s'engager dans sa réalisation. Et de ce fait, nous aurions beaucoup plus de chances de l'atteindre. D'ailleurs, plusieurs sociétés utilisent cette méthode d'influence, et ce, dans le monde entier. Maintenant, en ce qui concerne notre statut, nous pouvons observer qu'au sein de la société, le fait qu'un objectif, un statut ou une simple reconnaissance acquise de manière complexe de la part d'un individu ne tolérera pas le fait qu'un autre individu atteigne le même stade sans subir les mêmes souffrances. Et nous pouvons l'observer sur les compétences d'une personne qui se serait remise en cause. Dès lors que le diplôme sera absent par un être ayant été diplômé pour avoir la même reconnaissance. Malheureusement, tant que les individus attacheront plus de prix à ce qu'ils ont eu du mal à obtenir, eh bien ces sociétés continueront à organiser des rites d'initiation difficiles et pénibles. Ainsi, il y a ce que j'appelle l'effet mouton.
Comme il est écrit dans ce livre, il y a aussi des investissements personnels contagieux, notamment dans le cas d'un homme qui ferait éventuellement un malaise au milieu d'une allée d'un centre commercial. Si un passant se dirige directement vers lui une fois qu'il est tombé par terre, eh bien, d'autres personnes aux alentours viendraient aussi de manière immédiate. Pour autant, si personne n'intervient, eh bien, le temps d'attente avant qu'un quelconque passant vienne secourir l'individu ayant fait le malaise serait beaucoup plus long. Et dans le domaine professionnel, nous avons aussi la publicité qui joue un rôle décisif dans notre façon de consommer, puisqu'elle peut être d'une grande influence. Alors, l'exemple type est la voiture avec une jolie femme à côté. Avant d'apporter du succès à un produit de vente, en l'occurrence à la voiture, il est intéressant de constater que lorsque l'on place une femme relativement séduisante à côté de la voiture, eh bien, lorsque la voiture est seule sur un magazine ou une photographie, le véhicule aura beaucoup moins de succès que si la femme était présente. Alors pourquoi? Eh bien, parce que lorsqu'un être étant attiré par les femmes voudra changer de voiture, eh bien inconsciemment, il sera plus attiré par la photographie où la femme est à côté de la voiture que par la photographie avec le véhicule seul. Pourtant, il s'agira de la même voiture, mais pas pour notre inconscient. Et oui, selon ce que l'on rajoute à côté de l'objet qui est destiné à la vente, eh bien, ça va influencer le choix du futur acheteur. Et oui, dans le commerce, beaucoup de stratagèmes d'influence et de manipulation existent également. Pour un vendeur, il est important de prendre en compte l'identité de ses futurs acheteurs afin de garantir sa vente. Effectivement, si l'éventuel acheteur s'identifie au produit, eh bien il sera plus en mesure de l'acheter. Alors, ça peut être le cas si le produit de vente est en lien avec le sexe de l'individu, lié autrement à sa propre culture, sa propre localité ou encore ses croyances, telles que religieuses par exemple. Ainsi en noir, nous avons objet mis en vente, l'influence, l'acheteur, et en rouge, l'environnement, l'identification et l'achat. Pour finir avec ce livre, nous allons parler de la censure, puis de l'interdiction qui pourrait, pour ainsi dire, qu'enivrer le désir de désobéissance. Prenons l'exemple d'une mère interdisant à son enfant de reprendre des frites. Pourtant, l'enfant voudrait énormément en reprendre puisqu'il y a naissance d'une rareté, les frites étant associées à un produit rare, donc suscitant désir d'avoir. Pourtant, si la mère dit à son enfant « prends toutes les frites que tu veux », les frites perdent leur statut de rareté. Et peut-être que l'enfant en reprendra, mais qu'un tout petit peu, voire se contentera de son premier service, contrairement à sa volonté qui serait présente
lors d'une éventuelle interdiction. Les réseaux sociaux peuvent également jouer un grand rôle dans l'influence des êtres. Il y a quelques mois de ça, j'ai effectué une synthèse au sujet des réseaux sociaux. Et de ce fait, contrairement à d'habitude, je me suis penché sur les travaux de chercheurs plutôt que sur mes propres analyses. Sachez que les réseaux sociaux permettent de nous réunir sur la toile et pourtant, c'est un univers qui peut briser le secteur social ainsi que le rapport à l'autre. Alors, une telle contradiction mérite donc mûre réflexion, n'est-ce pas? Notamment sur les intérêts de ces nouveaux univers. Suite à l'étude d'un corpus, je me suis aperçu que l'environnement des réseaux sociaux présents sur la toile actuelle n'était pas apprécié par tous. Il convient donc de se demander si ces plateformes numériques sont saines à l'égard de nos rapports sociaux et si elles ne brisent pas les lois fondamentales qui nous permettent de nous socialiser et ni d'être coupés du monde. Alors, afin de philosopher sur cette réflexion, nous nous baserons sur les connaissances issues d'un corpus. Dans un premier temps, nous nous baserons sur les travaux de l'essayiste Isabelle Compiègne à l'égard des nouveaux réseaux sociaux. Puis, d'après les études d'Antonio Acasili, nous tenterons d'identifier les éléments néfastes de ces communautés virtuelles. Et à la suite de ces comparaisons, nous aviserons à prendre un peu de hauteur à l'égard des réseaux sociaux en se focalisant plus sur le rapport à l'autre, notamment par l'article de Jean-François Dortier. Donc, d'après un essai écrit par Isabelle Compiègne en 2010, ayant pour thème la société numérique, eh bien, cette dernière évoque le fait que les réseaux sociaux ainsi que les technologies ont de l'importance dans les sociétés actuelles afin de s'ouvrir à l'altérité. Elle affirme aussi que les réseaux sociaux présents sur la toile représentent des communautés virtuelles, une sorte d'organisation sociale, prenant différentes formes d'ailleurs, afin de pouvoir communiquer avec autrui. Aucune importance du lieu où s'effectuent ces échanges, puisque la situation géographique étant affranchie par les lois d'Internet. Alors, elle argumente ses propos en prenant l'exemple de la naissance des BBS, vous savez, la plateforme d'inter-échange informatisée, où nombreux sont ceux qui échangent du savoir via des communications interactives et ceux organisés autour d'un intérêt commun. C'est un point de vue qui n'est pourtant pas partagé par Antonio Acasili, suite à son essai publié en 2010 basé sur les liaisons numériques, dans laquelle il évoque le fait de sa surprise suite à la tournure qu'ont pris ces plateformes d'inter-échange informatique et qui résulte d'ailleurs de l'isolement de beaucoup d'êtres, puisque l'inverse aurait dû se produire par cette initiative d'invention. Ainsi, les réseaux sociaux seraient le résultat de la solitude de nombreux individus. Il argumente d'ailleurs sa théorie en se basant sur les otaku, vous savez, ces êtres qui se coupent du monde, notamment du monde extérieur, pour se consacrer uniquement à leur passion désociabilisante. D'ailleurs, le terme des murés otaku est né suite à la jeunesse japonaise, en manque de repères, et qui refusaient de sortir de leur maison, bloqués dans leurs univers virtuels. Donc, une inquiétude, selon lui, qui daterait d'il y a environ 30 ans. Alors, pour l'époque, et qui a pris de l'envergure en incluant désormais les fans de manga ou de jouets, robots et j'en passe.
Une théorie généralisée, d'après les propos d'Isabelle Compiègne, dont, selon elle, l'usage primaire d'une communauté virtuelle se justifierait déjà par le partage de valeurs. Et nombreux sont ceux qui s'impliquent simultanément dans plusieurs d'entre elles et où peu importe le sujet. Ainsi, la forme d'échange peut être suite au fait de voir ces individus seuls derrière leurs écrans, mais le fond reste le même. Elle affirme d'ailleurs que ces groupes provoquant des interactions sociales fonctionnent par le biais de la participation à un corpus scientifique et technique d'entraide communautaire déterritorialisée. Enfin, pour finir sur sa réflexion, elle soumet l'idée que les réseaux sociaux sont un moyen de compenser l'effondrement progressif familial et amical avec ce nouveau lieu de sociabilisation. Bien. Pour autant, l'idée que les réseaux sociaux soient vus d'un assez bon œil par cet essayiste, ce sujet possède une théorie opposée. Que dire de l'article de revue des sciences humaines écrit par Jean-François Dortier en février 2011 où il associe les faits et les gestes généreux d'un individu à un intérêt hautement personnel. Où, selon lui, l'être humain aurait deux facettes, associées pour l'une à l'altruisme et pour l'autre l'égoïsme. D'après lui, la plupart des personnes définies comme étant altruistes ne le sont pas vraiment. Et nous nous en apercevons notamment quand nous prenons un peu de hauteur. Alors, il affirme également qu'il n'y a plus vraiment de gestes altruistes en tant que tel, puisque l'homme pourrait être associé aux autres mammifères sociaux, et donc soumis aux pulsions de vie, ainsi qu'à la survie. Selon lui, la satisfaction de ces pulsions suppose l'aide des autres, ce qui entraîne des comportements d'attachement ayant pour but de se faire des amis. Il évoque aussi le terme de philanthropie et suppose qu'il y a souvent un motif égoïste derrière chaque acte en étant défini comme de la compassion. Une sorte de salut personnel afin de se rattacher aux yeux d'autrui, soit auprès de l'opinion publique. Donc, pour conclure, nous pouvons observer que les réseaux sociaux sont une nouvelle forme de sociabilisation et pourtant bon nombre sont ceux qui s'isolent à l'altérité. L'usage de ces plateformes d'interchange permettent à bon nombre d'entre nous de s'ouvrir à l'altérité afin de se sociabiliser puis d'échanger des connaissances avec autrui d'ailleurs, ce qui se définit comme un enrichissement mutuel. Ainsi, ces communautés virtuelles présentes sur la toile peuvent être définies comme une aubaine pour échanger librement, notamment suite au bannissement des limites frontalières des situations géographiques. Pour autant, l'isolement de certains, étant trop dans leur bulle, ne ferait qu'empirer leur solitude. Et ces plateformes d'interchange pourraient être perçues comme un environnement moins prometteur en ce qui concerne leur rapport aux autres. Alors sachez que bon nombre d'individus possèdent des idées bien arrêtées en ce qui concerne des sujets, et où il y a un manque considérable de connaissances. D'ailleurs, il y a un nom pour ça, il s'agit de l'effet Dunning-Kruger, où des personnes vont émettre un jugement trop précipité à mon goût à l'égard d'un individu ou encore sur ce qui est bien ou mal. Mais qu'est-ce que le bien et le mal finalement, j'ai envie de dire ? Si nous ne prenons pas en compte tous les points de vue qui sont nécessaires pour effectuer un jugement correct, et si nous ne choisissons pas non plus au préalable des critères indispensables dans le choix d'une décision autant collective qu'individuelle au nom du bien commun. Comment pouvons-nous donner un sens à la vérité ? À quelle autre origine pourrions-nous nous appuyer et faire confiance? À la parole divine ou encore à l'argument scientifique, me diriez-vous? Et pourtant,
une telle réaction reviendrait à fermer les yeux sur notre propre rapport à la philosophie. Puisque nous n'allons pas prendre la peine de remettre en cause la pensée des religieux ou des chercheurs, sous prétexte que leurs statuts sont synonymes de savoir absolu. Pourtant, j'ose vous rappeler que la science nous donne uniquement une image de la vie, accompagnée de connaissances que nous ne pouvons pas définir comme pure réalité. Effectivement, elle ne nous dit pas comment les exploiter et quelles sont les priorités qui sont à sélectionner pour notre avenir. Contrairement à la philosophie et l'éthique qui permettent de se poser les bonnes questions, et ce, selon des convictions propres à chacun. Mais encore une fois, les choix effectués pour notre survie ne sont pas toujours en lien avec nos pensées. Ainsi, je pense que pour de telles décisions, il ne faut pas réfléchir en tant que professionnel, puisque auquel cas vous serez méprisé ainsi que rabaissé à votre statut, mais plutôt en tant que citoyen du monde. Pour la majorité des êtres, et cela me terrifie, ces études issues de recherches scientifiques, de savants, de personnes, disons, diplômées, sont considérées comme le savoir absolu. Contrairement à la majorité de la population, pauvres exécutants, pauvres ouvriers, étant rabaissés à leur statut professionnel, dont ces individus ne pourraient valoir plus que leur simple métier. Ce qui me paraît assez dépassé comme façon de penser. Le fait de rabaisser un homme uniquement au statut professionnel qu'il occupe, en déconstruisant sa personne et non son propos lors d'un débat. Et cela reviendrait d'une part à sombrer dans l'argument ainsi que l'attaque ad hominem qui, selon moi, ne vaut rien. Et d'autre part, il s'agit là d'un comportement relativement puéril qui consiste uniquement à classer des personnes dans des cases. De ce fait, nous en venons au prochain sujet qui est lié à l'influence des statuts professionnels. Un repère d'influence mal choisi, selon moi, puisque je crois plus en les capacités intellectuelles d'un individu que professionnel lorsqu'il s'agit de responsabilité citoyenne et mondiale. Et pour revenir au fameux argument scientifique, eh bien, le savant, tout comme d'autres professionnels, peut se tromper dans ses recherches, ainsi que sur ses calculs. C'est pourquoi la vérité se résumerait plus à l'interaction des statistiques, des résultats de recherche scientifique, puis aux multiples analyses philosophiques. Bien. Vous savez, nous attribuons souvent à tort un statut ou une reconnaissance à un individu uniquement selon sa possession de diplôme. Mais je pense qu'il faudrait plus veiller à lui accorder une reconnaissance en fonction de ses actions, ainsi que de ses compétences, plutôt que par l'existence d'un bout de papier, le représentant. Une valeur qui serait plus en lien au conformisme qu'au talent d'un être. Mais pour le comprendre, encore faudrait-il savoir dissocier le fait d'être et le fait d'avoir. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et bon, ça ne fait rien. Je vais tout de même tenter de continuer ma démonstration en prenant comme exemple le statut d'un scientifique. Respectant Stanley Meyer ainsi que Nikola Tesla, qui ont été de grands scientifiques, selon moi, et pourtant n'appartenant à aucune communauté scientifique de l'époque. De ce fait, ils n'étaient pas reconnus en tant que tels. Bien, pour ma part, je perçois le scientifique comme un être émettant des théories et réalisant des activités à but expérimental, dans la mesure du possible, ce qui a pour but de confirmer ou non
ses hypothèses. De plus, je pense que le scientifique n'est pas forcément défini en tant que tel par la simple obtention d'un diplôme, contrairement à l'idée qui est partagée par de nombreuses personnes. Il aura certes un niveau ainsi que des connaissances acquises en lien avec le domaine choisi, mais être scientifique, c'est avant tout être une personne qui pratique une science, qui réalise des expériences et des analyses, afin de conclure sur la véracité des théories préalablement supposées. Le scientifique doit aussi mettre en lien ses idées et recherches avec celles des autres. Tout comme le philosophe, il va travailler avec certains scientifiques afin de confirmer sa ou ses théories. Qui plus est, le scientifique va non seulement émettre sa théorie selon une thématique bien précise, auquel cas il va émettre des hypothèses, faire des recherches et les comparer avec celles des autres scientifiques. Pour ma part, pratiquer une activité de façon régulière et acquérir des connaissances nous permet d'être reconnus ainsi que d'être crédibles dans un domaine bien précis sans pour autant l'être désigné au statut professionnel. Comme je l'ai autrefois dit, nous ne pouvons juger un homme uniquement par le statut professionnel qu'il occupe, puisque ce n'est pas une science infuse et encore moins la vérité à l'état pur. Je pense qu'un homme devrait être désigné par les activités qu'il exerce en général. Si une personne exerce une profession de mécanicien, par exemple, mais que dans son temps personnel, cette personne, disons, jardine depuis des années et s'instruit dans ce domaine, eh bien, je lui accorderais volontiers la reconnaissance du jardinier et serais sensible à ses conseils suite à son expérience ainsi qu'à ses connaissances sur le sujet. Prenons un autre exemple. Une femme, par exemple, gendarme, qui, dans son temps personnel, va analyser le comportement de son entourage et s'instruire dans le domaine de la psychologie. Nous pourrons alors peut-être la désigner en tant que chercheuse, voire de scientifique, puisque la psychologie est un domaine scientifique. Si elle possède des connaissances et pratique cette science depuis quelques années, alors elle devrait sûrement avoir un bon esprit critique dans le domaine. Et si ces analyses sont les mêmes que d'autres scientifiques après comparaison, eh bien la question ne se pose plus. Personnellement, je pense que le statut professionnel a un impact négatif à l'égard d'un être. Il est voire même assez réducteur pour être honnête. Au sein de cette société, beaucoup d'individus classent une personne trop rapidement suite au statut professionnel qu'elle occupe. C'est pourquoi je pense que l'apparence que l'on émet sous un métier n'est qu'un ordre imaginaire. Entre les compétences et être compétent au sein d'une discipline, il y a une grande échelle. Que dire des médecins, dont nous avons pour habitude de les associer aux années d'études qu'ils ont dû effectuer pour avoir ce titre. Pourtant, des médecins existent dans d'autres pays, notamment ceux qui sont en voie de développement par exemple. Et je suis convaincu que certains d'entre eux sont très brillants, soignant des hommes depuis de nombreuses années. Ils ont acquis des connaissances grâce au partage de connaissances de leurs, disons, confrères, ou encore par des livres étudiés et suite à leur expérience vécue, leur permettant ainsi d'être reconnus comme étant une personne qui sauve des vies. Alors, ils n'ont peut-être pas de diplôme, cependant, ils se sont instruits grâce aux livres, puis par l'expérience. Pour revenir à notre scientifique, il n'est pas là non plus pour faire le bien ni le mal. Son but étant de faire évoluer les choses selon des situations particulières. Alors, ces actes sont de préférence dirigés vers un but positif, notamment pour la satisfaction
de l'homme. Cependant, même avec les meilleures intentions, la science peut être néfaste. L'exemple type est Einstein et la bombe nucléaire. Qui plus est, le but de la vie a toujours été de transmettre un savoir, notamment à nos descendants, afin de faire évoluer notre communauté, pour ne pas dire humanité. Et enfin, afin de dissocier le bien du mal, le scientifique fera en sorte de léguer cette tâche au philosophe. Enfin, si ce dernier n'a pas encore été aveuglé par la valeur monétaire, puisque peut-être qu'un jour, où nous serons au summum de notre évolution, notre savoir entraînera notre destruction. Bien. Ce qui est de vivre en société maintenant, l'effet de groupe, l'effet de masse, l'effet de la foule, pourrait avoir une influence envers nos comportements. L'effet de la foule, par exemple, permettrait de défendre des causes auxquelles nous pouvons être affectueusement attachés. Pourtant, cet effet pourrait-il être néfaste à l'égard de nos comportements? Eh bien, suite à l'étude de documents, je tenterai bien de répondre à cette question. Donc, dans un premier temps, je me baserai sur la vision de Norbert Elias, un écrivain et sociologue allemand, ainsi que Gustave Le Bon, médecin, anthropologue et psychologue français. Puis j'enchaînerai avec les idées de Nicolas Delsalles, qui est reporter. Bon. Alors, d'après l'extrait du livre de Norbert Elias, publié en 1987 et traduit en français par Jeannet Thoré de mémoire en 1991, nous pouvons souligner le fait que l'utilité d'un être est cruciale parmi la vie en communauté. Et donc il est d'une grande importance que les actes et pensées des individus soient au nom des intérêts de la société. Selon lui, vivre dans un environnement harmonieux, sans tension ni conflit, n'est possible qu'uniquement si les individus composant cette communauté y trouvent assez de satisfaction personnelle afin d'y vivre, et ce dans la sérénité la plus totale. Cependant, la difficulté d'être constamment sur la même longueur d'onde, notamment avec l'altérité, est rude à surmonter. Ainsi, les concessions sont importantes à effectuer pour la conservation de cette ambiance, disons, paisible. Il argumente par le fait que tant qu'il y aura des tensions au sein de notre environnement vital, eh bien, nous ne pourrons pas être en mesure de nous raisonner correctement à l'égard du but, notamment celui qui est lié à notre existence, ainsi que sur les intérêts de notre communauté avec laquelle nous évoluons et faisons évoluer notre nid, la société. Bon, maintenant, dans l'article de Gustave Le Bon, intitulé « La psychologie des foules », issu de la presse universitaire en 1963, nous comprenons que les effets comportementaux des êtres sont en lien avec la foule d'individus, notamment d'où ils proviennent, ainsi que les circonstances hors de l'ordinaire qui s'y déroulent. C'est pourquoi l'effet de la foule aurait un impact sans équivoque à l'égard du comportement des individus. Il évoque aussi le fait que la foule psychologique serait le pont qu'emprunte chaque individu pour se mettre au service d'une cause, notamment en lien avec leurs convictions personnelles ainsi qu'au bien commun grâce à l'effet de la foule. Puis, l'entourage, le rapport à l'altérité, apporterait une influençabilité relativement importante chez l'individu. Et cette condition permettrait de réunir un groupe au nom d'une cause. Ainsi, ces circonstances affecteraient même les plus inoffensifs d'entre nous, tels que des hommes dotés d'une grande sagesse au sein de leur vie quotidienne et soudain brusquement ébranlés, suite à l'apparition d'une situation troublante ou encore sous une terrible et violente atmosphère. Ce qui les pousserait notamment à commettre des actes violents suite au changement brusque de caractère actionné par cet effet de la foule. De plus, Norbert Elias ajoute que le but de notre existence serait également lié aux objectifs de nos pensées. Ainsi, il paraît donc légitime de comprendre l'individu en tant que tel, afin de mieux comprendre les objectifs qui sont à accomplir à l'égard de notre société. En d'autres termes, l'importance de l'être n'est pas opposée aux intérêts de l'autre, puisque
les deux individus et la société seraient liées. Gustave Le Bon termine ainsi sa réflexion en expliquant que l'effet de la foule aurait, lui, un impact très important sur les effets comportementaux, notamment auprès de certains individus, que l'on peut d'ailleurs observer assez fréquemment, notamment durant des événements nationaux. Pourquoi pas suite à la soif de violence qui submerge certains quartiers et qui se reporte sur autrui lors de situations tendues et mouvementées. Maintenant, dans l'article du site internet telerama.fr nommé Ça flotte, bien sûr que ça flotte, mais en face ça flotte aussi, écrit par Nicolas Delsal le 6 avril 2016, et en lien avec le mouvement Nuit debout, nous pouvons observer que l'union apporte la force au service d'une cause garantie. Ainsi, un mouvement mené est basé selon la règle de la solidarité et même possible sans leader. Il argumente d'ailleurs ses propos par l'exemple des mouvements liés à la défense de nos droits en société. Puisque tout le monde étant concerné, tels que des ouvriers, des salariés, des fonctionnaires, des paysans et j'en passe, se réunissant pour évoquer leurs désaccords selon diverses situations et ce, au sujet de l'actualité, comme la ZAD à Notre-Dame-des-Landes par exemple, ou encore un rassemblement donnant naissance à d'autres mouvements, notamment au sujet de la manifestation de la loi travail, El Khomri, celle du 31 mars 2019. Vous savez, selon lui, la proscription du leader est légitime pour un soutien solidaire et non hiérarchisé, notamment en lien avec les valeurs morales que défendent ces personnes, soit tous ensemble. Ou encore, suite à l'événement de Rémi Buissine, où 80 000 personnes avaient suivi son live et qui s'est d'ailleurs répandu dans les foyers de nombreuses personnes et qui ont inspiré des sentiments de rébellion cognitive. Par exemple, les agriculteurs bio de la Confédération paysanne. Alors, que nous soyons seuls ou en groupe, notre présence ainsi que nos philosophies ont un impact à l'égard de la société. Nous ne pouvons grandir sans elle, tout comme elle ne peut prospérer sans nous. Ainsi, les actes et faits de chacun d'entre nous doivent être effectués avec sagesse pour un futur prometteur, d'autant plus que l'influençabilité des êtres est constante. Ainsi, l'effet de la foule garantit des rebondissements. Alors, non pas toujours pour le meilleur, notamment sur le point de vue éthique, mais radicaux, suite à l'ambiance que procure ce groupe, puis aux effets comportementaux qu'elle provoque. Bon. Sachez que nous vivons tous, du moins pour la majorité d'entre nous, dans tous les cas, aux dépens d'une société. Nous avons tous cette image du chômeur qui vit aux dépens de la société, méprisé d'ailleurs par de nombreuses personnes, et ce, peu importe les convictions politiques des individus. Mais tout me laisse penser que la classe moyenne vit aussi aux dépens de la société et les riches également. En fait, à tort, nous employons le terme « vivre aux dépens d'eux ». Le chômeur ne peut pas être intégralement considéré comme un être vivant aux dépens de la société par rapport à l'homme moyen ainsi qu'aux riches. Puisque si c'était le cas, ceci signifierait que nous aurions pris comme référentiel le facteur économique. Et pour émettre un jugement correct, nous ne pouvons pas prendre un morceau des faits, mais tous les faits. Sur certains points de vue, cette analyse peut être erronée, tout simplement parce que pour vivre aux dépens d'eux, c'est qu'il faut pouvoir être entretenu par certaines personnes. Le riche peut l'être par exemple, comme le chômeur, avec le facteur économique pour le coup. Mais cette fois-ci, eh bien, avec la partie d'assistance humaine en ce qui concerne le riche. Ainsi, sur deux facteurs différents, nous pouvons observer que le chômeur et le riche sont tous deux considérés comme assistés, mais pas selon les mêmes critères. D'où l'importance de bien prendre en compte tous les tenants ainsi que les aboutissants lors d'une analyse. Mais à ce jour, j'ai pu
constaté à maintes reprises que nous jugeons malheureusement à tort un individu d'après le statut professionnel qu'il occupe, comme je vous l'ai déjà expliqué, et aussi de son appartenance à une quelconque classe sociale ou pire selon ses attributs physiques, souvent associés d'ailleurs par erreur bien entendu à un ou plusieurs traits de caractère. Le fait d'associer un individu au fait de vivre aux dépens d'eux, du moins de la société, uniquement par le facteur économique, nous mène à un jugement biaisé, notamment en ce qui concerne l'analyse de cette personne au stade individuel, puisqu'au final, nous vivons tous aux dépens de la société. Bien que ceci puisse nous donner bien des avantages, nous pouvons tout de même y déceler un inconvénient. Et oui, puisque nombreux d'entre nous sont presque incapables de vivre au stade primaire, à l'état primitif, tel des sauvages. En soi, ça n'a peu d'intérêt à avoir cette capacité à ce jour, me diriez-vous. Et je suis d'accord avec vous. Mais qu'en est-il de notre avenir ? Bien que nous allions faire en sorte que tout se passe correctement, nous ne pouvons être certains qu'un drame écologique et ou social ne voit pas le jour d'ici les 3 décennies à venir. Et qu'est-ce qui pourra nous sauver ? Notre richesse matérielle ou intellectuelle ? Voyez-vous, la polyvalence devra être privilégiée afin de permuter du stade citoyen au stade marginal. Puisque le fait de vivre de temps à autre, excentré de la ville, du matérialisme, puis de se retrouver soi-même vers l'éveil spirituel par exemple, nous permettrait peut-être de dissocier l'abject de la nécessité. Mais encore faudrait-il déconstruire les mauvaises croyances que nous pouvons encore avoir à ce jour. Et moi le premier, suite au voile que l'on nous a mis devant les yeux depuis notre naissance et au sein d'une quelconque société. Savoir également dissocier le niveau d'études à l'intelligence ou encore la vie notée de la vraie vie. Comme j'ai pu vous le démontrer jusqu'à maintenant et que je tenterai de démontrer encore et encore d'après mes actuelles convictions. Alors, certes, le niveau d'études nous permet d'être reconnus aux yeux de la société, mais suite à cette reconnaissance, nous allons pouvoir être classés au sein d'une hiérarchie de valeurs. L'homme gagnant bien sa vie, sur le plan financier, sera plus défini comme un homme ayant réussi sa vie, et ce, aux yeux de la société, plutôt qu'un être ayant un salaire modeste. A contrario, un homme ayant la plus grande générosité du monde, riche en savoir mais pauvre en finances, sera plus considéré comme un homme ayant raté sa vie, puisqu'il aura peu contribué à l'évolution financière de notre société. Sauf que la définition qu'il attribue à l'évolution n'est peut-être pas la même que celle qui est associée à l'heure actuelle à la société par la société. Alors, il aura peut-être raté sa vie si nous associons, du moins dans cette société capitaliste, l'argent à la réussite. Voilà malheureusement la vision qu'attribuent de nombreux êtres à la société. Bien entendu, ceci m'attriste de constater cette mentalité encore d'actualité au XXIe siècle, moi-même associant plus la richesse au savoir qu'à l'argent. Je m'accorde tout de même à croire que nous avons la politique que nous méritons, malheureusement. Dans un monde sans structure, où il faut vivre comme des marginaux, un être pourrait avoir un très haut niveau d'études avec de nombreuses compétences intellectuelles, voire hors du commun. Mais s'il ne sait pas utiliser ses mains ou l'instinct de privilégier ses actions à sa survie, eh bien il mourra. À travers les millénaires, nous avons modifié nos codes de sélection et la sélection naturelle, à la base, s'effectuait selon des critères hautement physiques, notamment liés à notre survie, ainsi qu'à un bon patrimoine génétique, ou encore à une bonne capacité de réflexion. Que dire des travaux de Darwin? À ce jour, nous tendons plus vers la capacité d'analyse, une vision, disons, strictement verticale, qui résulte certainement du système éducatif
qui lui n'a pas tant évolué que ça en un siècle, puisqu'à ce jour, nous nous apercevons que la capacité de logique et la créativité devraient être plus prises en compte, notamment pour tendre vers une société plus riche, et je ne parle pas uniquement de l'aspect matériel bien entendu. Mais bon, nous tentons de conserver la capacité d'analyse d'une certaine époque à une société qui devrait grandir. Alors certes, il y a des manières de penser qui nous ont permis d'atteindre une place nettement mieux qu'autrefois, et selon le point de vue de notre espèce. Mais qu'en est-il de notre époque actuelle? Les pensées dépassées devraient-elles toujours être d'actualité? Voyez-vous, nous désirons voir notre monde s'améliorer sur tout point de vue, tout en confiant les rênes à des individus qui sont loin d'être considérés comme étant l'élite intellectuelle qui devrait ériger notre monde actuel. C'est pourquoi je ne m'attends pas à un avenir aussi sage que nous pouvions autant le prétendre. Vous savez, au sein de notre espèce, soit de l'espèce humaine, nous avions constamment été dans la comparaison avec autrui. Alors, c'est certainement suite à notre besoin de reconnaissance, et dès lors que nous nous comparons aux autres, eh bien on finit par se juger. En fait, nous effectuons un auto-jugement, qui n'est pas toujours des plus objectifs, Alors, certainement en fonction de notre ego ou de notre modestie. Ainsi, émettre un jugement parfait s'avère être une tâche assez délicate, puisqu'il faut savoir que le jugement n'est pas toujours négatif. Et oui, il existe aussi un jugement positif. Et il est vrai que parfois, nous employons à tort le mot réflexion, puisque ce dernier est souvent associé à un reproche, donc à un jugement négatif. Mais une réflexion peut aussi être issue d'un jugement positif, et qui est d'ailleurs importante à prendre en compte, que ce soit pour établir un jugement correct par exemple. Ainsi, nous avons 4 jugements avec des contextes différents, et seulement un s'avère être le plus judicieux à émettre, soit le plus objectif, je dirais. Bien, commençons par le premier. Le premier qui sera un jugement faussé. Admettons que je ne connaisse pas la personne que je vais juger. D'après moi, j'aurai un point de vue totalement objectif, vu que je ne la connais pas. Donc j'aurai un avis relativement neutre à l'égard de cette dernière. Seulement, je n'ai pas non plus beaucoup de connaissances à son sujet. Mon avis sera donc simplement basé sur des préjugés, suite à la tentative de classer dans des sphères, du moins dans des cases, cette personne que je me serais préalablement construite intellectuellement. Eh bien, je tenterai de briser certainement les chaînes de certaines idées reçues. Certaines tout de même résisteront suite à mon insouciance. Et oui, nous avons tous des faiblesses. Donc, en ce qui concerne le jugement, du moins celui que j'effectuerai à l'égard de cette personne, eh bien mon avis sur cette dernière sera biaisé, puisque je ne la connaîtrai pas, donc je ne pourrai du moins léguer un jugement totalement objectif de cette personne. Continuons maintenant avec le deuxième jugement qui sera lui aussi pas des plus objectifs. Donc il va y avoir l'effet inverse maintenant, soit une personne que nous connaissons très bien. Donc nous avons également beaucoup de connaissances à son sujet et nous sommes très proches d'elle. Et malheureusement, notre point de vue sera subjectif puisque nous éprouvons de la sympathie à l'égard de cette personne. Donc encore une fois, ce jugement sera faussé et ne sera pas des plus objectifs. Le troisième jugement maintenant ne sera pas non plus requis. Il s'agit d'un jugement à l'égard d'une personne que nous connaissons très bien, donc nous avons beaucoup de connaissances sur cette personne, mais nous allons aussi avoir beaucoup de mépris envers elle. Nous ne l'apprécions pas du tout, et de ce fait, notre jugement sera encore une fois subjectif.
puisqu'il ne sera pas très positif. Et même si nous tentons d'être neutres, au fond de nous, au fond de notre esprit, nous sommes conscients de notre rancœur envers cet individu. Et notre inconscient, lui, ne fera pas la différence. Quand nous allons tenter d'exprimer des choses positives, nous les emploierons peut-être avec un ton méprisant. Ou alors, nous tenterons d'argumenter avec des propos visant à qualifier ces traits de caractère au rabais. De manière inconsciente, toujours. Puisque nous avons du mépris pour la personne en question. Enfin, pour ce qui est du quatrième jugement, établi sous un point de vue neutre, un jugement préférable certes, bien meilleur que ceux précédemment évoqués, le point de vue idéal selon moi, du moins le plus objectif, disons. Il s'agit d'une personne envers qui nous avons beaucoup de connaissances à son égard, seulement nous avons un avis neutre selon nos sentiments envers cet individu. Nous avons 50% de mépris et 50% d'appréciation. Un collègue de travail, par exemple, avec qui nous avons l'habitude de discuter, mais que nous apprécions pas autant qu'un ami. Le point de vue sera pratiquement optimal. Alors, pourquoi je dis pratiquement? Puisque, encore une fois, nous ne pouvons pas avoir 100% de connaissances au sujet d'un individu, puisque cela signifierait que nous le connaissons bien plus qu'il ne se connaît lui-même. Et nous-mêmes, étant donné que nous avons encore de multiples facettes à découvrir de notre personnalité. Il faudra être en mesure de juger cette personne de façon neutre, tout en nous appuyant sur des études, disons, psychologiques, afin de déceler les bons éléments ainsi que les mauvais présents chez l'individu en question. Bon. Pour conclure, eh bien, en ce qui concerne le jugement, je dirais qu'il est impératif d'être constamment dans la comparaison. Alors, non pas envers les autres, afin de conserver sa personnalité, mais envers soi-même, en regardant vers l'avenir afin d'évoluer selon nos goûts ainsi que nos convictions. Bon. Il s'avère maintenant qu'une proximité intellectuelle influencerait sur le comportement d'un individu. Alors je m'explique. Que ce soit au sein de la sphère familiale, professionnelle ou encore extra-professionnelle. En activité extra-professionnelle, nous avons le sport. Un sujet relativement vaste, certes, mais qui a fait l'objet de multiples études. La vision du sport est parfois associée à une manière de rentrer dans le code de la société. Depuis des siècles maintenant, la pratique sportive est perçue comme une nécessité afin d'accroître ses performances physiques ainsi que neuromusculaires. La persévérance serait donc un atout afin d'atteindre ces objectifs et ainsi de se hisser au rang des sportifs de haut niveau. La pratique du sport, du moins de compétition, pourrait nous permettre d'accéder à la gloire ainsi qu'à la quête de la performance. Cependant, la quête de nous-mêmes ne serait-elle pas plus sage? Afin de vous évoquer ma pensée, je commencerai par expliquer le rôle du sport dans la compétition sur le plan individuel, puis je poursuivrai sur la sphère de l'altérité et pour finir sur l'usage des activités sportives afin de combler un besoin peut-être de reconnaissance. La quête de la performance fascine bien entendu de nombreuses personnes. Le fait d'atteindre le niveau des célèbres athlètes olympiques qui ont marqué l'histoire, puis par la suite qui ont été mondialement reconnus ainsi qu'associés en guise de référence à une discipline sportive. Cependant, le sport de compétition n'est pas seulement un moyen de transgresser les limites de notre corps pour le goût de la performance ou essentiellement pour le dépassement de soi, ni simplement
pour la volonté d'aller au-delà de notre corps naturel en lui faisant subir différentes transformations physiques, que ce soit par le biais d'exercices, soit par la pratique d'activités sportives, d'une alimentation qui diverge selon nos besoins basiques et d'un apport nutritionnel artificiel. En effet, ces pratiques auraient pour but d'atteindre des exploits sportifs et d'y être mondialement reconnus par autrui, autant aux yeux de la société que par l'opinion publique. Le financement des compétitions sportives ainsi que les recettes récoltées par les championnats pourraient non seulement rémunérer les sportifs, contribuer à l'entretien des secteurs sur lesquels leurs talents y sont dévoilés et bien d'autres encore. Cependant, le potentiel économique pourrait également être reversé à diverses associations. Je fais notamment référence au Live Aid du 13 juillet 1985 où de nombreux artistes ont mis en œuvre leurs talents musicaux afin de redonner leurs recettes économiques aux pays du tiers-monde. Ainsi, je pense qu'au-delà des compétences sportives, le corps pourrait également se donner, du moins, donner de sa sueur dans la défense d'une cause juste, permettant ainsi de financer certaines causes, comme le combat de la faim dans le monde par exemple, la défense de sujets éthiques, permettant bien entendu de changer le regard du monde à l'égard de nombreux sujets, tels que l'homosexualité, la transidentité ou encore l'antispécisme. Afin de faire preuve de noblesse puis de dignité au lieu de soumettre son corps à rude épreuve, uniquement pour la valeur économique et non morale, mais nombreux sont les êtres dotés de cupidité, dont leur volonté d'exceller dans une discipline sportive leur permettrait de correspondre à la norme et d'y être conforme, du moins à la société. Leur but étant de combler leurs besoins de reconnaissance par le biais d'une discipline sportive et d'être représentés par ces dernières comme l'être parfait. Que dire des entreprises de marque, du prêt-à-porter, de parfums, de cosmétiques ou encore d'accessoires, qui s'arrachent les sportifs de haut niveau pour qu'ils puissent représenter les produits afin de booster les ventes, ou encore l'association de vêtements de marque à une célébrité afin d'associer les performances d'un athlète aux valeurs d'une marque. Bon. Cette méthode donne donc naissance au business et développe ainsi le marché. Tel est le résultat de l'uniformisation d'une société, où casser ses rondeurs paraît légitime pour se hisser au centre de la conformité. La pratique sportive a donc différents aspects selon l'angle de vue choisi et selon les motivations de ses pratiquants bien entendu. Il permet néanmoins d'améliorer notre corps sur différents sujets tels que l'esthétique, l'usage pratique et bien sûr le conformisme. S'il y a des sportifs qui m'écoutent, à vous de savoir quelles sont vos réelles intentions en ce qui concerne votre pratique. Souvent, le conformisme est perçu comme une sphère de sécurité par les personnes qui ont peur d'être elles-mêmes, peur du jugement, du moins un jugement négatif entre autres. Mais qu'est-ce que la peur en réalité ? Il est tout à fait naturel d'éprouver certaines peurs à l'égard d'un objet ou d'un être si l'on estime que ce dernier peut avoir un effet, disons, négatif à l'égard de notre santé. Cependant, ces peurs proviennent soit d'une mauvaise expérience, auquel cas vous avez toutes les raisons requises de vous méfier de l'objet ou de l'être en tout genre, soit d'un manque de recul, ce qui signifie que vous éprouvez une peur pour la chose en question puisque vous ne la connaissez pas. Bon, prenons l'exemple de l'ophiophobie, qui est la peur des serpents. Pour avoir pu observer la réaction de mon entourage le jour où j'ai acquis un tel spécimen, et suite à aujourd'hui, eh bien, beaucoup de choses ont changé dans le comportement de mes proches. Bien que l'habitude de côtoyer un élément auquel nous avons peur nous permet d'estomper cette appréhension, eh bien, la connaissance est aussi
selon moi, à prendre en compte. L'instruction s'avère être donc la clé de tous vos maux. Il y a aussi, en ce qui concerne l'influence, le sujet du port vestimentaire. Et oui, le port vestimentaire peut avoir sa part d'influence, outre le fait qu'au sein de divers corps professionnels, le costume ou l'uniforme possède un réel pouvoir de persuasion. C'est en nous dénudant que nous pouvons nous rendre compte de la vraie valeur des vêtements. L'aspect fonctionnel étant associé à la compétence thermique et à l'aspect esthétique étant en lien avec nos personnalités, nous permettant ainsi de nous exprimer auprès d'autrui. Alors, avant de conclure sur le sujet de l'influence, je souhaiterais tout de même vous parler de la notion d'échec, mais pas que. Sachez qu'il me semble légitime d'évoluer selon nos échecs et circonstances dramatiques s'étant déroulées au sein de notre vie. Effectivement, grâce à ces expériences, qui ne sont pas des plus favorables, je vous l'accorde, du moins sur le moment présent, mais qui seront par conséquent très importantes à prendre en compte pour le bon déroulement de notre avenir. C'est aussi grâce aux erreurs du passé que l'on vit dans une société beaucoup plus favorable qu'autrefois, sachez-le. Mais pour mieux comprendre les choses, il est nécessaire de prendre un peu de recul sur ce qui nous arrive et d'observer ce qui s'est jadis déroulé. Bon. Prenons un exemple qui parle à la plupart des personnes, les guerres mondiales. Certes, de nombreuses personnes ont connu la souffrance, la misère, puis la mort. Pour autant, avec le recul, ces expériences nous ont permis de prendre des mesures de sécurité. Et qui sait, peut-être que cela nous a permis de conserver de nombreuses vies. Puisque si les guerres mondiales ne s'étaient pas produites, alors aucune mesure n'aurait été établie, du moins pas celle que nous connaissons aujourd'hui. Et notre monde actuel, tel que nous le connaissons, aura peut-être une autre facette. Et il est très important, je pense, d'accepter les erreurs de la vie, déjà pour nous permettre d'avancer, mais aussi puisqu'elles seront bénéfiques pour notre avenir. Sur le moment, je veux bien reconnaître que c'est compliqué de le percevoir ainsi. Mais pour l'avenir, cela peut être prometteur. Bon, il est aussi important de savoir qu'au sein de la société, nous sommes relativement actifs. Nous fonçons, tête baissée, constamment dans la volonté d'accéder à la place du meilleur. Et je sais moi-même de quoi je parle. Étant perfectionniste dans tant de domaines, j'aime l'idée d'exceller afin d'atteindre mes objectifs. Et dès lors que nous n'avons pas réussi à atteindre notre but, nous pouvons ressentir une sorte de frustration, voire de la colère. Face à de telles tensions, l'énervement peut vite devenir un ennemi, de telle sorte que nos émotions vont vite prendre le dessus, et la raison s'effacera pendant un laps de temps. Mais d'après mes analyses, je pense que la notion d'échec devrait plutôt être perçue comme une force, si nous réussissons à nous adapter à cette dernière, bien entendu. En aucun cas, cette rancœur sera à évacuer de manière violente, suite à notre éventuelle impulsivité, qu'elle soit physique ou verbale, ni de la défouler par le biais d'activités sportives, que ce soit en effectuant des exercices de manière débridée et par la même occasion en mettant votre santé en difficulté. Il est donc impératif de savoir maîtriser nos pulsions,
de faire preuve de self-control afin d'orienter cette colère en force et permettant ainsi de rediriger cette énergie vers une activité constructive et non destructive. Nous pouvons même y déceler un comportement respectable à travers cette manière de penser, c'est-à-dire de plus agir avec notre raison qu'avec nos émotions, d'être constamment dans le contrôle afin de ne pas perdre votre sens du raisonnable. Une telle capacité à rester humble et digne même s'il nous arrive la pire des circonstances. Si vous réussissez à contrôler votre colère, votre force intérieure qui jaillit tel un volcan, vous allez apprendre à contrôler vos pulsions et par la suite atteindre peut-être la place de la sagesse. En d'autres termes, comme toute tension qui subsiste, comme toute angoisse, il vous faudra l'évacuer. Si au sein de votre quotidien, certains éléments néfastes subsistent, il est important de garder votre biochimie positive, puis de conserver toute votre rancœur afin d'utiliser cette énergie lors d'un travail physique, dur par exemple, ainsi que douloureux. Puisqu'en puisant non seulement votre force physique, cette rancœur vous permettra d'accéder à cette énergie, puis d'évacuer cette rancœur que vous avez en vous. Enfin, ce qui est du travail qui relève d'un effort intellectuel, eh bien, il pourra également être mis à profit, tel que le travail informatique, littéraire, mathématique et bien d'autres encore. Le fait de penser aux éléments néfastes et désagréables auront pour but de court-circuiter votre cerveau, de l'arnaquer, entre guillemets, puisque vous allez sous-entendre que vous allez surmonter ce qui s'est passé dernièrement, ce qui vous ronge de l'intérieur, par le biais de votre activité, ce qui vous permettra d'atteindre votre objectif tout en évacuant votre mal-être. Bien. Alors, pour ce qui est de la manipulation entre individus maintenant, nous pouvons déceler la manipulation mentale qui s'avère être la force la plus terrible qu'un homme peut subir ou faire subir. Bien que nous vivons plus que nous survivons à notre époque, beaucoup d'entre vous seraient psychologiquement désarmés face à une force d'esprit, disons, mal intentionnée, et ce, encore plus au sein d'une situation instable, puisque votre raison ne sera pas à son apogée. Dans une telle situation, inutile d'avoir un physique hors du commun, d'être développé musculairement ou d'avoir une force herculéenne. La force physique sera simplement un atout dans le fait d'être un prédateur dans le monde animal, mais pas au sein d'une société. Le fait de subir un acharnement psychologique peut pousser un homme à commettre l'irréparable, ou pire, d'aggraver son cas si ce dernier se situe face à la justice ou encore face à une quelconque domination politique. Dans ce cas-là, la résistance émotionnelle, le courage ou encore la persévérance seront les atouts majeurs pour votre survie. Le fait d'encaisser vous permettra de vous endurcir, de devenir plus fort psychologiquement. D'où l'importance de percevoir un défaut, un échec ou un inconvénient comme un enrichissement, permettant ainsi le surpassement de sa propre personne.